Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble dans Arrêt au stand. Nouvelle année, nouvelle émission, mais toujours fidèle au poste avec mon binôme Yves Lemaître. Bonne année d'ailleurs Yves. Bonne année Mathias, bonne année à tous et merci de nous retrouver aux Deux Alpes, dans la magnifique station des Deux Alpes sous le soleil, où Johan Bonato, quadruple champion de France des rallyes, nous accueille chez lui. Fraîchement couronné quadruple champion de France, il a accepté de nous recevoir ici au bord des pistes. On y va Yves? C'est parti! Salut Johan, comment ça va? Salut, ça va bien, merci d'être monté. Merci à toi de nous accueillir chez toi, dans ta belle station des Deux Alpes. Félicitations pour ce 4e titre de champion de France des rallyes, c'est juste exceptionnel. C'est donc vrai finalement, c'est bien toi le roi de France de l'asphalte? Le roi, c'est vite dit, mais en tout cas on a réussi à enchaîner un 4e titre, donc c'est plutôt une belle satisfaction sportive pour nous. Et puis si on peut en empiler encore un à l'avenir, ce serait génial. Salut Mathias, salut Johan, salut à tous, bonne année. Bonne Et année. on est super content d'être monté sur les pistes de ski des Deux Alpes où Johan nous accueille chez lui. Parce que Johan, c'est un vrai des Deux Alpes, hein. Il est bien né là, hein. J'en suis le premier témoin. Et ce quatrième titre, comment tu l'interprètes toi Yves? Ben moi, je l'interprète que cette fois, Johan, moi je le connais depuis qu'il est tout petit. On allait faire un peu des dérapages sur la neige ensemble avec les premiers pneus clous, quand il avait le permis de conduire. Mais au bout de 4 titres, on se dit c'est plus du hasard cette fois, hein. C'est-à-dire que ça commence à être un vrai. Il a fallu en attendre 4 pour éviter le hasard. Ça, Il est raide, hein. ça commence à être un vrai nom qui va vraiment rester clairement dans pas le livre des records, mais ça commence, hein, puisque tu égales le nombre de titres De Béguin, ouais, le record de France. de pour l'instant, Bernard qui est à Béguin. 4, ouais. Donc pour le coup, le livre des records commence à se rapprocher, quoi. Ça serait bien d'en avoir un 5e et d'être du coup seul au palmarès du championnat de France des rallyes. Mais bon, écoute, c'est déjà plutôt très sympa la carrière qu'on a menée jusque-là. Évidemment, quand on a démarré, on n'aurait jamais imaginé atteindre un tel palmarès, entre guillemets. Donc on est très satisfait. Si on peut faire mieux, on essaiera de s'appliquer. Bon, donne-nous des détails un peu croustillants. Comment est-ce que vous avez célébré ça avec ton copilote de toujours, Benjamin Boulou? On a célébré ça d'abord avec l'équipe parce que c'est une victoire vraiment d'équipe, hein. CHL Sport Auto est en grande partie responsable de la réussite de ces dernières années. Donc on leur doit beaucoup de choses et c'est vraiment en partie grâce à eux qu'on est là à ce niveau-là aujourd'hui. Donc on a fêté ça avec l'équipe, avec tout le monde, on a passé un bon moment ensemble. Puis globalement, on se connaît maintenant tous très bien. Donc voilà, c'est des moments à savourer tous ensemble et loin d'être personnels en tout cas. Tu as un peu fait les prémices, excuse-moi je te coupe Yves, comment est-ce que vous aviez imaginé ça? J'imagine pas du tout quand vous avez commencé tous les deux. Non, alors quand on a commencé tous les deux, nous on est compétiteurs à la base, hein, puisqu'on a toujours fait de la compétition en ski alpin, donc on a toujours aimé la compète. Donc quand on s'est lancé dans le rallye automobile, c'était vraiment dans l'idée de faire de la compète et au meilleur niveau possible. Après de là à savoir quel serait notre niveau à terme, on n'en savait rien, donc on s'est donné les moyens de le faire bien. En tout cas, on a été très soutenus par notre famille et l'entourage, et puis voilà, ça nous a amené là aujourd'hui. Bah, c'était des compagnons de chambrée du sport-études ski, hein, Villard-de-Lans, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça, on se connaissait depuis tout petit dans le cadre du comité du Dauphiné de ski alpin à l'époque, et puis ensuite on s'est retrouvés au ski études à Villard-de-Lans ensemble dans la même chambre d'internat pendant les années de lycée. Donc voilà, on a fait une bonne partie de notre carrière de skieur ensemble et on a continué avec le rallye. Ça avait plutôt bien démarré dès le début, raconte-nous un petit peu. Bah, Johan, il a fait pour le coup comme tout le monde, hein. Il a commencé avec des petits budgets, avec papa qui a filé un coup de main pour la première voiture de course. Bon, l'avantage aux Deux Alpes, c'est que pour les premiers freins à main, c'est pratique parce qu'il y a il y a plus de routes enneigées et plus longtemps dans la saison. Ceci dit, il descendait aussi un peu à Grenoble parce qu'on allait rouler ensemble un peu à l'époque. Ouais, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. J'ai démarré avec mon père, ma mère m'a donné un bon coup de main pour démarrer aussi. Elle m'a amené pas mal conduire avec la voiture de course qu'on avait. Donc j'avais encore pas le permis à La l'époque. 205, mais hein. une 205 GTI, ouais. Donc voilà, grâce à l'environnement familial, en tout cas, on a pu démarrer dans de bonnes conditions. En tout cas, celles qu'on avait nous, on s'en est contenté et ça nous a permis d'en être là aujourd'hui. On peut quand même dire que Johan, on va dire comme quand même beaucoup de pilotes, mais
a réussi aujourd'hui, on va dire, à la force du poignet, des 2 poignets pour tenir le volant, mais il est quand même passé par toutes les étapes de l'amateurisme, voire quasi de l'abandon de carrière, hein, à un moment, hein, pour revenir et puis voir le palmarès que ça fait aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on n'a pas de cursus tel que peuvent l'avoir beaucoup de jeunes aujourd'hui, à savoir être passé par le karting, le circuit, avoir vraiment une évolution, une famille ancrée dans le sport automobile. Nous, on a vraiment démarré sans être dans cet environnement-là. Alors j'avais de la famille dans le garage automobile, mais de la série, on va dire. Donc j'avais un grand-père qui était mécanicien. Et nous, on aimait la compète, donc voilà, on est parti là-dedans. On avait vraiment étalé toutes les filières possibles du rallye. Allez, Johan, on voulait reprendre avec toi d'abord le film de ta saison 2021, en se concentrant d'abord sur le championnat de France, hein. Alors, cette saison, tu l'as démarré avec le titre déjà de champion. Tu avais été champion en titre, donc tu repars évidemment favori. Il y a d'abord eu le Touquet, les Vosges aussi, c'est un sans faute. Tu as démarré tranquillement, on va dire. Ouais, tranquillement, on a démarré plein but puisqu'on a remporté les 2 premières manches, donc c'est top pour un championnat quand tu démarres sur les chapeaux de roue comme ça. C'est toujours plus facile d'avoir de l'avance plutôt que de courir après un retard. Donc pour nous, c'était un début de saison idéal. Gagner au Touquet, gagner au Vosges, ça nous met déjà un petit matelas de confort et voilà, on a pu ensuite contrôler notre saison en remportant encore quelques autres victoires dans l'année. Ouais, sachant que le championnat de France, bon bah, après 3 titres, il faut se remettre en question. Il y a des nouveaux noms, il y a des anciens noms. Il y a un plateau de malades, hein, en R5 et des écarts toujours un petit peu plus serrés quand même, hein. Ouais, c'était très serré. Le niveau du championnat il devient de plus en plus élevé. On a vraiment un championnat digne d'un championnat professionnel, hein, réalisé par des amateurs. Donc c'est vraiment un championnat difficile. Il est loin d'être gagné au départ d'un championnat. Donc voilà, on a fait une belle saison avec toute l'équipe, mais tout seul on n'aurait pas réussi. Et il y a eu des moments un petit peu cruciaux que l'équipe a fait la différence, quoi. Qu'est-ce que tu en penses au niveau pilotage? Tu sens que d'année en année, ça monte encore, ou de la sérénité, ou Ouais, on le ça monte un voit. cran, t'es à bloc complet, Ouais, nous, ou tu gères plutôt? Non, on roule vraiment à bloc. Après, on a des phases de gestion pendant les courses quand on a un petit peu d'avance ou quoi que ce soit, ou un petit peu trop de retard. Mais le niveau, il est vraiment à bloc et on le voit avec les écarts de chrono par rapport aux années précédentes dans les mêmes épreuves. Les chronos tombent vraiment de manière assez significative, quoi. Ça va beaucoup plus vite que les autres années. Alors tu démarres sur les chapeaux de roue, ensuite il y a cet accident à Rouergue, puis à nouveau succès à Morzine, dans ton terrain de jeu si je puis dire, au Mont Blanc, c'est ça? Ouais, effectivement, on a eu une sortie de route au Rallye du Rouergue qui nous a un petit peu mis dans le dur financièrement et sportivement. On a tout de suite corrigé le tir au Mont Blanc avec une victoire derrière sur le rallye d'après, donc c'était bien pour la confiance et c'était bien pour le championnat. Ça fait partie du jeu, les sorties de route, il faut les encaisser, il faut les assumer. L'idéal, c'est évidemment de ne pas se faire mal comme on a eu au VAR cette année avec certains collègues, mais ça fait partie du jeu, il faut les accepter, quoi. Bon, le championnat de France, maintenant, tu commences à le connaître. Les épreuves, plutôt, enfin en tout cas asphalte, super variées. C'est quoi ton terrain de jeu préféré? Écoute, c'est difficile, on me pose souvent la question, tout le monde me dit ouais, c'est le Mont Blanc que tu préfères et je réponds non. J'ai pas forcément de préférence dans les épreuves parce qu'elles sont toutes très différentes les unes des autres, elles ont toutes leurs spécificités. C'est la variété du championnat de France qui fait que ce championnat est mondialement reconnu et que les pilotes viennent s'y essayer en tout cas. Donc c'est sûr que quand tu fais un Touquet et un Mont Blanc, tu es sur des épreuves très différentes, mais tu as aussi les Cévennes, tu as aussi le Rouergue, c'est des épreuves magnifiques. Globalement, il faut être performant sur tout type de terrain sur un championnat comme ça pour pouvoir le gagner. Ensuite, sur la fin de saison, tu t'imposes au rallye Cœur de France, puis au Critérium des Cévennes. C'était le matelas dont tu parlais d'avance, hein. Ça t'a permis de dérouler. Au VAR, tu étais quasiment assuré d'être champion de France à nouveau. Au VAR, on avait de grandes chances d'être titré, mais il fallait quand même terminer la course dans le cas où notre concurrent gagne la course. Après, une fois que notre concurrent a abandonné, on était certain d'être titré quel que soit notre résultat. Donc on a pu se lâcher un petit peu plus et essayer de revenir dans le match, mais on avait déjà perdu pas mal de temps en début de course en essayant de gérer. On avait un peu des pièces de secours, de roues de secours en permanence. C'était pas forcément évident de se lâcher tout de suite, mais bon, on a pu le faire par la suite. On le taquine un peu parce que les Cévennes, ça a été un peu raccourci cette année, hein. Mais ouais, malheureusement, ça a été raccourci. Et c'est dommage pour nous parce que si les Cévennes avaient pu aller au bout et qu'on avait gagné la course, on aurait été champion avant le VAR. Donc ça nous aurait un peu détendu pour le rallye du VAR. Bon, mais moi je reviens quand même au-delà de. Parce que Johan, maintenant, c'est plus un jeune, hein, donc il parle avec la maturité. Mais quand même, les parcours ou la spéciale où tu sens que tu es à bloc, que c'est démoniaque
et où tu es à l'aise au top et imbattable. Ouais, non, mais parce que Johan, il est des deux Alpes, donc on se connaît bien et les routes de montagne, comme on dit, on pourrait naturellement dire que le Mont Blanc, c'est les paysages les plus ressemblants, même type Monte Carlo et compagnie, quoi. Et nous, on est de la montagne, donc forcément, mais quand on voit les paysages, on a quand même des grandes allonges sur du Touquet, avec de Cœur de France, avec des bottes de paille un petit peu là-bas au milieu. Il y a quand même il y a quand même des endroits où tu sens que tu vas être imbattable à force. Écoute, le Cœur de France, on l'a gagné 4 fois, je crois, ou 5 fois. Le Mont Blanc, 4 fois aussi, ou 5 fois aussi, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde. Mais c'est des rallyes qu'on a gagné vraiment régulièrement, donc sur lesquels on sait qu'on est performant. Mais effectivement, on a plus de mal, par exemple, sur un Touquet qu'on a dû gagner que 2 fois, peut-être. Après, ouais, il y a des spéciales au Mont Blanc qu'on connaît vraiment bien aussi. Je pense que c'est les spéciales qu'on connaît le mieux de la saison. Pour pas dire par cœur, mais on les connaît vraiment très bien. Là où sur un Cœur de France ou sur un Touquet, on est toujours un petit peu dans la découverte malgré tout. Avec la bouteille que tu as, ça doit bien arriver que tu arrives au bout du point stop, tu dis là, c'est impossible qu'il y en ait un qui m'ait battu. Non. Alors j'essaye de faire gaffe à ça parce que les 2-3 fois où je me suis dit bon là c'était quand même pas mal, on s'est fait donner, et les 2-3 fois où je me suis dit putain c'était moyen, j'ai quand même bétonné un peu à 2-3 endroits, et ben on était large devant. Donc c'est un truc, l'analyse des spéciales en fin de chrono, je les fais plus, j'attends de voir ce qui se passe sur le tableau d'affichage et puis après je m'exprime. Bon, une deuxième place au Rallye du Var, donc, et c'est un nouveau titre qui est assuré. Johan, tu rejoins donc Bernard Béguin, tu le disais tout à l'heure, dans la catégorie des pilotes les plus titrés en championnat de France. C'est un accomplissement, c'est pas une fin en soi? C'est une fierté, un accomplissement non, une fin en soi non plus, mais c'est clairement une fierté. C'est sympa d'avoir un record comme celui-là. Honnêtement, comme je le disais, on n'aurait jamais imaginé atteindre un niveau tel que celui-ci. Donc pour nous, c'est très gratifiant. On est vraiment fiers de ça et on espère pouvoir être prochainement seul au palmarès de ce championnat de France. Encore 5 titres. Et c'est le lobe français, Johan. Non, il y en a 9 en mondial, alors on est quand même loin du compte. Encore 5, encore 5. Ah oui, encore 5, ouais. Qu'est-ce qui pourrait te caractériser? La régularité? On peut parler de régularité? Ouais, de toute façon, pour un championnat, il faut être régulier. Hein. Un championnat de France, et quel que soit le championnat, j'ai envie de dire, demande de la régularité. Il faut être au bout des courses, il faut être bien placé. C'est pas nécessaire de gagner toutes les épreuves. Évidemment, il faut en gagner quelques-unes parce qu'on ne gagne pas un championnat en étant tout le temps second non plus. Mais la régularité sur un championnat, ça paye quoi qu'il arrive. L'autre saison pour toi en 2021, c'est l'Europe. Un petit mot, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller à fond cette fois? C'est un petit peu la recherche de nouvelles épreuves, de nouvelles concurrences. Ce championnat d'Europe, c'est un championnat qui est très spécifique, très difficile, sur des îles, des routes qu'on n'a pas l'habitude, réalisées la plupart du temps par les gens qui connaissent bien ce championnat aussi d'Europe. Donc on en a clairement chié cette année, ça a été difficile, mais on le savait au départ, on savait qu'on allait avoir une saison d'apprentissage au championnat d'Europe, qu'il fallait découvrir ces épreuves, connaître un petit peu les choix spécifiques de réglage qu'on allait avoir besoin dans la future, et tout ça, ça ne s'invente pas, il faut les apprendre. Et voilà, on a eu une saison d'apprentissage un peu difficile, mais on s'y attendait, on le savait que ça ne serait pas forcément évident. On est quand même sur une suite, j'ai envie de dire, logique. Bon, déjà, 4 titres de champion de France, voire un 5e, un 6e à suivre, ou peut-être 9, comme ça égalera le record national de l'OB en mondial. L'Europe ERC, c'est un championnat, on peut quand même le dire, hein, intermédiaire entre le mondial, le WRC et le championnat de France. Par les paysages, par le type de route, parce qu'on passe sur la terre aussi, hein, parce que le championnat asphalte, il se trouve qu'au niveau national, on a un championnat terre et un championnat asphalte. Donc Johan, c'est le roi de l'asphalte. Pas encore le roi de la terre, mais on pourra en parler. Le RC, c'est quand même plutôt typé terre, hein, de toute façon. On se rapproche. C'est mixte. Il y a les deux, il y a une épreuve de plus sur la terre. Ouais. Voilà. Et on se retrouve, en tout cas, sur d'autres types de revêtements. Et quand on regarde les grilles de départ, on se retrouve avec plein d'autres noms complètement différents du championnat de France. Et on se retrouve notamment avec des pilotes de mondial déclassés. Hein. Ouais, c'est ça, il y avait des Andreas Mikkelsen, des Craig Breen, Lucianuk, il y a vraiment eu des pilotes, Mats Osberg, très rapides sur le championnat d'Europe. De toute façon, le niveau du championnat d'Europe, il est le même qu'en WRC 2, en tout cas en championnat du monde. Donc on est sur un niveau équivalent avec des épreuves très spécifiques, je le répète, parce que le championnat du monde, c'est des épreuves qu'on a l'habitude de voir et de fréquenter. L'Europe, c'est vraiment très différent. Alors, faut qu'on explique aussi aux téléspectateurs les catégories de voitures.
C'est-à-dire que le WRC, le mondial, bah, c'est des WRC. Donc pour le coup, c'est pas la même catégorie que roule Johan, qui est le Rallye 2, WRC 2 aujourd'hui, qui sont des voitures type R5. Et en championnat d'Europe, on retrouve ces voitures-là. C'est-à-dire qu'à part le WRC, qui a une catégorie reine qui de toute façon roule plus vite, on retrouve aussi en WRC, souvent autour de la 10e place, les WRC 2 plus dans le classement, que ce soit à Monte-Carlo, en Suède, de partout. Et en championnat d'Europe, c'est que des voitures identiques à la France, mais quand même avec les réglages terre, avec souvent un profil terre. Et c'est surtout ça, moi, là où je vais te titiller un peu, quoi. C'est que le passage à la terre, pourtant, pour quelqu'un qui est de la neige, qu'est-ce que t'en as pensé, quoi? Ah, nous, on s'est régalé, honnêtement, on s'est régalé. Alors évidemment, il ne fallait pas qu'on s'attende à des performances comme on pouvait les avoir sur l'asphalte parce qu'on a très peu d'expérience sur cette surface-là. On n'a pas beaucoup de rallye à notre actif. Par contre, on a une surface sur laquelle on a une grosse marge de progression, sur laquelle on a pris pas mal de plaisir. Aux Açores, on était 3e avant notre abandon, donc c'était plutôt pas mal face à des spécialistes, et notamment les Scandinaves qui, eux, ont un championnat national sur la terre, là où nous, notre championnat national est plutôt sur l'asphalte. Donc c'est une surface que j'aime beaucoup, sur laquelle je prends beaucoup de plaisir, et parce qu'elle est nouvelle, et parce qu'elle apporte une marge de progression importante. Ouais, et du coup, mixer pendant la saison les deux championnats, faut quand même avoir un interrupteur au niveau du cerveau parce Ouais, que c'était pas forcément évident parce qu'on a enchaîné par exemple sur un mois 4 semaines de course, une semaine terre, une semaine asphalte, une semaine terre, une semaine asphalte. Là, ça demande une adaptation de pilotage parce que quand tu freines, ta voiture elle plonge, quand tu accélères, elle cabre. Sur l'asphalte, elle est très neutre, donc quand tu roules sur la terre, tu dis ma voiture elle est vachement souple, et puis quand tu te mets à rouler sur l'asphalte le lendemain, tu dis qu'est-ce qu'elle est raide ma voiture, alors qu'en fait elle était souple par rapport à ce que tu avais l'habitude d'avoir sur l'asphalte. Donc ça demande un petit switch, mais quand tu le fais régulièrement, ça se fait quand même assez bien. En parlant de transition, justement, en championnat d'Europe aux Açores, vous avez eu un accident assez spectaculaire, on va dire. On regarde les images et on reparle justement de cet accident. Droitier, gauche 130 plus, et fini frein pour 20 mètres. Droite 120 plus, plonge. Droite 120 plus, plonge. 30 mètres. Droite 130 plus. Et gauche 140, à fond financiel. Gauche 140 à fond financiel et poste jette 150 mètres. Gauche 130 plus, bref. Ça va? Ça va? Ça va. C'est des images spectaculaires, heureusement plus de peur que de mal. Comment on repasse dans sa tête, tu le disais à l'instant, du championnat d'Europe au championnat de France, là tu passes d'un accident où tu aurais pu te faire peur, heureusement. Et puis derrière, la première épreuve du championnat de France, tu l'emportes à nouveau. Ouais, je pense qu'on arrive à occulter facilement ce genre de mésaventures quand elles se terminent sans séquelles physiques. Je pense que vraiment une sortie de route ça fait partie du jeu, on en a eu quelques-unes avant celle-là, c'était pas notre première, c'est pas notre dernière, même si j'aurais préféré que ce le soit, mais ça le sera pas. Je pense que tant que tu te fais pas mal, tu arrives à enchaîner en occultant complètement ce genre de mésaventures, quoi. bon, moi je vais radoter, je vais reposer la même question qu'en championnat de France. Il y a une spéciale, un rallye en Europe où tu t'es senti à bloc, spécial extraordinaire, sympa. Ouais, aux Açores. Les cordes à 1,50 m à l'intérieur. Aux Açores, on a réussi à faire vraiment des belles spéciales avec beaucoup d'engagement sur un terrain qui était vraiment différent et non connu. C'est vraiment un rallye sur lequel on a pris beaucoup de plaisir, les Açores, qui est étroit, avec de la vitesse, beaucoup de dénivelé, très glissant aussi. C'est quelques chronos dans les Açores, notamment celle où on est sorti de la route. Bon voilà, effectivement on était peut-être un peu trop vite, mais on était bien dans le match, en tout cas c'était sympa. Bon, moi j'avais une question sur ta recette du succès, Johan. J'ai lu récemment que vous aviez fait appel à une coach mentale, Karine Edouard, pour ne pas la citer. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Écoute, j'ai fait la démarche d'essayer de continuer à progresser parce qu'évidemment quand tu rentres avec une bouteille, on va dire une expérience importante, tu as tendance à stagner au niveau de ta performance personnelle et je savais que c'était un point sur lequel il y avait moyen de progresser. C'est quelque chose que je connaissais déjà d'avant dans mon autre activité qui était le ski. Donc je savais que c'était un point qui était sensible, important en tout cas, et la part du pilote dans
dans cette progression-là, elle est importante aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à travailler avec Karine et Benjamin également pour pouvoir progresser sur cette phase-là. Ça nous a apporté quelques pistes intéressantes. Quel levier on peut justement actionner Tu as parlé un peu de stagner. Alors, quand on est 3 fois de suite, enfin 3 fois champion de France, je ne sais pas si on peut parler de stagner, mais tu avais quand même des choses à approfondir. Ouais, on est encore très perfectible sur certains points. On n'est que champion de France, j'ai envie de dire. On n'est pas champion du monde. Donc ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression qui est importante pour nous. La preuve, nos résultats à l'international, on a quelques podiums, on a quelques victoires, dont une au Monte-Carlo, mais on n'a jamais concrétisé sur une belle saison en mondial ou à l'international. Donc je pense que la marge de progression pour nous, elle se situe vraiment ici. Alors pour le coup, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise Johan, hein, puisque, comme on va le dire, à force d'être jeune, il est plus jeune. Mais aller se frotter en ERC, et peut-être pourquoi pas un jour encore en WRC, on ne sait pas. Ouais, il faut se remettre en question. Pour se remettre en question, pour le coup, sur un championnat où on croise des Mikkelsen, des Craig Breen, donc là, on n'a pas de doute. On est sûr que commence à atteindre le top du pilotage. Sur la terre, changement d'adhérence, etc., etc. Donc c'est forcément une volonté de progresser. Moi, je croyais que le coach mental, il le faisait avec les bouteilles de champagne à la fin de chaque saison pour l'année d'après. Mais visiblement, c'est pas suffisant. Il a fallu prendre une coach. Alors ta relation aussi avec Citroën, peut-être on peut en parler. On parlait justement de ta recette du succès. La confiance aussi avec un constructeur qui t'a confié aussi parfois le développement de certains de tes véhicules. Ça a compté? Oui, énormément. Évidemment, on a relancé notre carrière avec Citroën, avec PSA du moins, maintenant le groupe Stellantis. Ils ont toujours eu beaucoup confiance en nous, ils nous ont toujours beaucoup aidé. On a participé aux séances de développement des véhicules, toutes les séances d'essai des voitures. Donc forcément, nous, ça nous amène du roulage, ça nous amène une intégration dans l'équipe d'usine, ça nous amène de la recherche permanente d'évolution technique et de pilotage. Donc c'est la confiance que peut avoir le constructeur envers nous à ce niveau-là, elle est indissociable de notre réussite ces dernières années. Même si, on va le dire de façon un peu contrastée, Citroën a été longtemps, notamment avec Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et le reste de l'équipe, en WRC, discipline reine en mondial. Ils ont coupé, on va dire, les vivres. En tout cas, c'était plus dans les programmes officiels. Johan, à travers des teams privés et à travers, on va dire, des sous-traitants, hein, a pérennisé notamment la C3, qui est aujourd'hui la voiture qui fait partie des voitures reines du WRC2. Et c'est à travers ces programmes-là que Johan est resté fidèle à Citroën. Alors, faut juste relativiser parce que les contrats de l'époque du WRC et les contrats de Johan aujourd'hui en WRC2, en tout cas en sous-traitance, même si ça fait des palmarès d'enfer, chaque année, c'est quand même le combat pour remonter un programme, pour avoir le soutien de la marque, de tous les partenaires de Johan. C'est pas aussi simple qu'un vrai contrat officiel, ce qui parfois semble anormal vu le palmarès de Johan, hein, quand même. Non, quand on me demande, moi je dis moi je suis un amateur qui travaille comme un professionnel et en fait c'est vraiment la difficulté et la richesse qui font que les résultats sont quand même sympas à vivre également, c'est qu'on a vraiment un fonctionnement d'amateur vis-à-vis des budgets qu'on a besoin de négocier, vis-à-vis de la recherche permanente de partenaires, vis-à-vis de la recherche des équipes, etc. Et le niveau demande un niveau professionnel, donc il faut qu'on arrive en tant qu'amateur à se comporter comme un professionnel. Et la difficulté de notre, entre guillemets, position, elle se situe là, quoi. Moi, j'ai tendance à dire que Citroën a la chance d'avoir Johan. Non, mais sérieusement, hein, dans des, comme il l'a expliqué, hein, dans des teams privés qui structurent des très jolis championnats et des titres qui vont rester dans les livres de records, quoi. Bon, allez, assez parlé de 2021, parlons de 2022 puisqu'on y est. Quels sont tes objectifs? Comment tu prépares déjà un petit peu ta saison? Écoute, nous en 2022, on aimerait bien empiler sur un nouveau titre de champion de France. Ça, ce serait vraiment le top. On le recherche. On aimerait bien concrétiser également la concurrence est prévenue là, non? La concurrence est prévenue, bon, ils le savent. On aimerait bien concrétiser l'apprentissage qu'on a fait en ERC par vraiment quelques belles courses cette année et quelques podiums comme on a pu le faire l'année dernière.
Voilà, ça serait vraiment un objectif de saison, mais aujourd'hui il n'est pas bouclé, on est loin d'avoir complètement ficelé notre budget pour faire un programme tel que celui-ci, donc on est encore un peu dans l'attente, il va falloir qu'on se dépêche parce que le mois de mars est vite là et la saison démarre assez tôt, donc voilà, il nous reste un peu de temps pour concrétiser tout ça. Alors il y a déjà une première chose qu'il faut qu'on dise, hein, c'est que là on est à la période du ski, donc s'il est là aux Deux Alpes, c'est pas normal. Il devrait être au Rallye Monte-Carlo, parce que c'est prochainement. Et s'il est là, c'est qu'on sait que déjà, Johan ne fait pas le Rallye Monte-Carlo en 2022. Non, ça, c'est la première info. Ouais, on avait décidé d'économiser un petit peu de budget justement sans faire cette épreuve-là qui nous tient à cœur. Évidemment, ça fait 7-8 ans qu'on l'a fait d'affilée avec toujours des bons résultats à la clé. On n'a jamais vraiment abandonné au Monte-Carlo, ce qui est quand même pas trop mal parce que c'est une épreuve qui est assez difficile. Mais cette année, on avait dit qu'on ferait l'impasse. Bon, on a une autre occasion qui s'est présentée à nous puisqu'on sera les ouvreurs de Sébastien Loeb avec la nouvelle WRC hybride. Donc c'est une belle opportunité pour nous également. Ça nous permet d'être dans la course, ne pas rater l'épreuve sans avoir vraiment un souci financier à ce niveau-là. Donc c'est une belle expérience. Il y en a un qui, tu dis on, mais je crois que tu dis une bêtise. Hein. Parce qu'il y en a un qui s'est barré en douce au Rallye Monte-Carlo, c'est ton fidèle copilote Benjamin. Ouais, c'est vrai que parce Benjamin que moi je lis parti, entre les lignes et je l'ai vu sur la liste des engagés. C'est vrai qu'il est parti chez la concurrence, bon, ponctuellement que pour le Monte-Carlo, mais je dis on parce que j'aurai quand même mon copilote habituel ouvreur avec moi qui est Christophe Ayoupero qui a l'habitude d'ouvrir pour nous depuis 2004. Donc voilà, ça sera quand même un rôle encore d'équipe qu'on aura sur le Monte-Carlo. Donc Benjamin, si tu nous entends, merci pour l'infidélité. Hein. Bon, là on a parlé un peu à court terme, à moyen terme. Est-ce que tu as déjà des pistes que tu as engagées de réflexion je sais pas, on parle à 2, 3, 4 ans Alors je ne me donne pas forcément d'échéance d'âge, tant que je prends du plaisir dans ma recherche de partenaires, tant que j'arrive à concrétiser mes programmes et que j'arrive à prendre du plaisir dans le pilotage et à travailler pour un constructeur comme on le fait là, je continuerai, je ne me laisse pas de limite, c'est quelque chose qui me plaît, dans lequel je prends beaucoup de plaisir, donc voilà. Et puis le jour où ça s'arrêtera, il y a les TSK qui sont pas loin, ma tenue de SF dans le placard sera de nouveau sur les épaules et c'est parti mon kiki. Je reviens quand même sur 2022 là. Donc la concurrence est prévenue pour le championnat de France. Parce que quand on est 4 fois champion de France, je pense que tout le monde va savoir quand tu vas arriver au Touquet, tu seras là pour jouer le titre. Donc ça c'est fait. Le complément là entre championnat d'Europe, éventuellement du mondial, en restant vraiment typé sur ton activité principale, le rallye, tu as vraiment des choses de signer dans les tuyaux là pour 2022 ? Écoute, on aimerait rester dans le fonctionnement qu'on a actuellement parce que comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on travaille avec les mêmes partenaires, les mêmes équipes, même manufacturées pour essayer de fédérer encore le même type de programme qu'on a eu l'année dernière. Après, tant que tout n'est pas ficelé et qu'on n'arrive pas à monter nos programmes, on ne peut pas garantir quoi que ce soit parce qu'évidemment les équipes elles ont besoin d'assurance financière qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'apporter. Donc on s'applique à faire ça, quoi. Et on n'a pas d'infos, on n'a pas de scoop. Championnat d'Europe, mondial, enfin t'as rien de signé. Pour l'instant, j'ai vraiment rien de signé. On n'a rien de fait. J'espère qu'on arrivera à être au moins en championnat de France. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et faire au moins quelques piges à l'international. Mais aujourd'hui, clairement, on n'a pas validé quoi que ce soit. Et si on reste vraiment, on va dire, sur ton côté progression, maintenant que tu as une coach mentale et tout ce qui va avec, tu as encore des ambitions, un titre de champion d'Europe, champion du monde, passer... Ouais, champion d'Europe, c'est clairement dans nos cordes. C'est un championnat qui nous correspond bien, qui est vraiment une évolution du championnat de France et qui demande un niveau qu'on a aujourd'hui, en tout cas, qui nous permettrait de pouvoir devenir champion d'Europe. Bien évidemment, les aléas de la course feront le résultat, mais je pense que c'est une évolution qui est possible. Et on l'a dit, le niveau en championnat du monde, le niveau en championnat d'Europe étant le même, une opportunité de faire quelques belles perfs mondiales aussi reste possible, quoi. Non mais une WRC, une grosse, moi je parlais. Une grosse WRC, ça paraît compliqué. Honnêtement, là, il ne faut pas se voiler la face. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais l'opportunité là, elle va être très rare. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se concentre sur le WRC2 ou la catégorie Rallye 2 dans laquelle on est là, ça sera déjà très bien vis-à-vis du palmarès qu'on a, quoi. Moi j'ai une question pour toi, c'est quand même très paradoxal. On a face à nous un quadruple champion de France. Et on est en train de parler des questions de budget difficiles à boucler. C'est très paradoxal. On l'a dit tout à l'heure, et enfin, je l'ai un peu précisé. Chaque année, on voit, hein, là on est... Bon, le Monte-Carlo, c'était un choix de ne pas le faire, hein, parce que ça doit se décider bien en amont, surtout sur l'année 2021. Mais Johan, et avec ses partenaires privés, perso, et avec le team, et avec Citroën, parce que c'est un fidèle pilote Citroën, ça renégocie tous les ans, quoi, hein. Donc, ouais, moi je trouve ça un peu choquant, parce que quadruple champion de France, ça commence
être sympa sur la carte de visite. Mais chaque année, comme il l'a très bien dit, c'est un amateur qui déroule des saisons pro avec des enjeux financiers importants, avec beaucoup de gens qui travaillent derrière, de façon professionnelle, mais c'est le dur combat de pilote, hein. Ouais, c'est ça. C'est ce qui en fait le charme aussi. C'est pour ça que je parlais des résultats d'équipe et que la victoire et le bon résultat, c'est très gratifiant et on peut en profiter parce que c'est tellement dur à mettre en place, à monter. Les possibilités de réussite sont très rares, donc il faut les savourer et c'est des bons moments qu'on vit quand même. Moi, je voulais aborder avec toi une question aussi, c'est celle de l'image. On t'a vu parfois participer à des vidéos promo ou alors avoir ta mini-série. Il me parlait d'une BD aussi. Sans jamais trop rechigner, c'est un jeu auquel tu aimes participer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un impondérable? Tu parles de fermer des budgets, c'est obligatoire aujourd'hui. Ouais, c'est obligatoire. Ce qui est important pour moi, c'est de montrer qu'on a une visibilité et une démarcation vis-à-vis de l'image qu'on peut retourner auprès de nos partenaires qui est intéressante. Et aujourd'hui, je prends du plaisir à faire ça. On a lancé une opération qui s'appelle Une victoire, un arbre, dont beaucoup de pilotes ont adhéré aussi, c'est-à-dire que pour montrer qu'on a une espèce de sensibilité, en tout cas à l'écologie et à l'impact que peut avoir notre sport dans l'écologie, on a décidé de planter un arbre par chacune de nos victoires de spécial. Cette année, on en a planté 50. Sébastien Loeb a adhéré également au projet. Il y a pas mal de pilotes qui ont adhéré au projet. Évidemment, on n'est pas là pour compenser la pollution qu'on peut engendrer parce que c'est complètement impossible. Par contre, on montre qu'on a une certaine conscience et qu'on est là pour dire, bah voilà, nous on est prêts à faire évoluer nos sports quand les consultants nous permettront de le faire, quoi. On a parlé d'objectifs à moyen terme. On t'a vu parfois aussi être consultant sur Canal+. Est-ce que c'est une casquette que tu aimerais développer aussi dans le futur? Ouais, c'est une petite corde qu'on a à notre arc qui est sympa. On aime bien aussi passer du temps chez Canal pour résumer les rallyes et commenter les rallyes. C'est un exercice différent, très sympathique qui permet de rester dans le giron. Et voilà, c'est un bon deal dans les moments creux, quoi. Sur leur émission Rally Club, de toute façon, on n'a pas le choix parce que c'est l'émission du championnat de France des rallyes, donc on le voit à peu près à chaque coup. Et puis après, ouais, on a vu Johan un petit peu faire le consultant sur des spéciales du WRC ou autre. Donc on le soupçonne d'envoyer des CV à droite à gauche, À Télé-Grenoble, mais peut-être à Télé-Grenoble, mais ouais, on va pas dire que tu as l'âge de commencer à réfléchir à moyen terme ou à long terme, mais ouais, tu as des idées derrière la tête. Si, il faut, je pense, il ne faut pas occulter le fait que voilà, il y aura forcément une reconversion après ce qu'on fait là. Alors à court ou à moyen ou à long terme, on ne sait pas trop le dire. Mais je pense que d'y réfléchir, ce n'est pas une erreur. Et en tout cas, ça fait partie de l'après-carrière d'un sportif. Et il faut savoir la gérer du mieux possible pour ne pas sombrer dans l'alcool et la dépression, quoi. Non, mais tu parles d'écologie, peut-être qu'on te verrait sur de l'électrique à l'Andros, ou alors aller faire la course avec celui-là en GT4, en Alpine Cup. Est-ce que le circuit ou autre chose te tendra un jour les bras? Est-ce que ça t'intéresse? Alors, tout ce qui est électrique vis-à-vis de l'écologie et tout, oui, pourquoi pas. C'est vraiment quelque chose en tout cas, sur lequel je m'intéresse. Et on est demandeur en rallye d'arriver vers ces énergies-là parce qu'on en a besoin vis-à-vis de l'image qu'on a. Tourner vers le circuit, c'est une discipline que je ne connais pas, qui m'est complètement inconnue puisque je découvrirai ce milieu-là et je suis complètement ouvert à découvrir ça. Aujourd'hui, je suis vraiment concentré dans le rallye, donc je reste concentré là-dedans, mais en statut de reconversion, on va dire pourquoi pas quelques opportunités comme ça pour être sympa. Ouais. Ouais, parce qu'on avait reçu Johan il y a 2 ans. J'avais vu son tour de karting à Crawl, on avait vu qu'il n'avait jamais passé une minute sur un circuit, hein. Ça, je le confirme, mais il a le temps d'apprendre parce qu'il aime bien apprendre. Donc. Ce serait pas déconnant. On en rigole souvent, hein. Je lui dis après, il croit que c'est des disciplines de vieux, mais il y a Mais aussi je ne le crois des pas, jeunes. c'est quand je le vois rouler que je me dis c'est pas pour les jeunes. Et il se trouve que Sébastien Loeb, on a vu que Sébastien Ogier avait fait une pige en endurance là. On se dit, enfin en tout cas moi je me le dis, que traverser des arbres à 160 km/h, il y a un âge pour tout. Donc peut-être que Johan, ça lui montera au cerveau un de ces jours. Et nous, on aimerait bien le voir sur les circuits, hein. Moi, je reviens juste une minute quand même sur ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est que Johan, il a une vraie carrure de pilote pro, dans la mesure où toute cette partie image événementielle, enfin en tout cas tout le travail autour des partenaires et tout ce qu'il y a, ça fait partie de la casquette du pilote pro. Et Johan a cette intelligence qu'on se suit à travers les mails, les réseaux, les courses, championnats et tous ses partenaires.
Et Johan, il fait le job. Et c'est bien, enfin, c'est super important parce qu'on le sait notamment dans le rallye, c'est super dur de boucler les budgets, c'est super dur de fédérer les partenaires. Et il y a besoin de travailler l'image derrière. Et ça fait partie du pilote pro. Et ça, on le voit plutôt en vieillissant. Enfin, Non, mais je pense qu'il faut quand pas on a oublier 20 ans, que... on pense pas à ça. Enfin, on est moins là-dedans, quoi. Alors, on a toujours été sensible à ça, dans le sens où on s'est toujours dit que les gens qui étaient là pour nous aider, c'était forcément pour nous faire plaisir, mais il y avait forcément besoin de montrer qu'on était quand même reconnaissant de cette aide-là. Et le fait de montrer une belle image et de faire des choses pour les partenaires, ça me semble indispensable, en tout cas pour pérenniser nos partenaires. Et la preuve en est, c'est que nos partenaires qu'on a depuis 2002-2003, ce sont les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Et on arrive à fédérer, à pérenniser cette entente-là, grâce notamment, je pense, à ce fonctionnement-là. On va le coacher, on va lancer un appel aux partenaires pour une petite invitation à Johan en circuit, mais là, il repartira de zéro. Là. Donc la coach mentale, elle va bosser. Donc une vraie question de fidélité. Malheureusement, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup, Merci. Johan Bonato, de nous avoir reçus chez toi, aux Deux Alpes, pour ce nouveau numéro d'Arrêt au Stand. Merci à toi, Yves, aussi. Merci à tous, merci Pour Mathias. tout, merci pour votre fidélité à notre émission. Et avant de se quitter, on vous laisse avec un long format sur la dernière édition, on le disait tout à l'heure, du rallye Monte Carlo que nous propose l'Automobile Club de Monaco. Allez, à bientôt sur Télé Grenoble. Bye bye. « 100% électrique et hydrogène, le e-Rally Monte Carlo est de retour en 2021. Après avoir subi les intempéries dévastatrices de la tempête Alex il y a 12 mois, une situation qui avait provoqué l'annulation de l'épreuve. Au programme donc, 15 spéciales de régularité, 350 km contre le chrono et 1 millier en liaison. Un parcours qui évolue d'année en année au rythme des autonomies. Les voitures se sont améliorées, c'est indéniable et je crois que c'est le reflet de l'évolution actuelle de la mobilité propre. Elles ont une autonomie maintenant qui dépasse les 400 km, donc ça nous permet de faire des étapes relativement longues systématiquement et ça nous permet aussi de mettre en évidence pendant le retour depuis Valence jusqu'à Monaco la capacité de ces voitures à se sublimer pour dépasser justement leur autonomie. Pour cette 5e édition, le grand départ se tient ce mercredi à Châteauneuf dans la Loire. Premier domaine municipal de France autonome en énergie verte, un vrai symbole pour mettre en lumière les potentiels technologiques des véhicules engagés dans l'épreuve. Le départ de cette première étape se déroule donc au pied du château du Mollard en début d'après-midi. 188 km au programme, direction le Champ de Mars de Valence, en passant par 3 spéciales de régularité. Premier secteur, Saint-Just-Grès, dans la Loire, un parcours d'environ 27 km en passant par le col du Gratteau et le col de Leuillon, avec une arrivée proche du point culminant du Pilat. C'est ensuite en milieu d'après-midi que les équipages se sont engagés sur la trentaine de kilomètres de la spéciale de Vanosque-Saint-Bonnet-le-Froid pour retrouver les terres historiques du rallye Monte Carlo et quelques-uns des lieux mythiques de l'épreuve. Parcouru à une autre allure, puisqu'ici, contrairement au rallye du WRC, c'est une vitesse moyenne qu'il faut respecter à chaque instant. Une vingtaine de kilomètres encore entre la Louvet et la Bâtie d'Andorre pour clore la journée et le 3e chrono du jour. On quitte l'Ardèche le temps d'une soirée pour la Drôme et sa traditionnelle ville-étape. Valence accueille comme souvent les concurrents au terme de cette première étape et comme toujours avec la chaleur et la convivialité des moments d'exception. Et pour les concurrents, le sentiment du devoir presque accompli. Cette deuxième journée du e-Rally Monte Carlo 2021 sera constituée d'une boucle au départ et à l'arrivée de Valence dans la Drôme, en passant par bon nombre de hauts lieux de l'épreuve mythique organisée par l'Automobile Club de Monaco. C'est aux premières lueurs du jour que les équipages sont lancés dans le secteur chronométré d'ouverture, le 4e du rallye. Un parcours d'un peu moins de 25 km qui relie Champis à Lamastre en Ardèche, en passant par Giloc et les cols des Mers et de Saint-Genest. C'est ensuite, encore sur un peu plus de 20 km, en passant par le col des Fourches,
entre le Cheylard et Marcols-les-Eaux, la 5e spéciale de régularité qui constitue la collation de ce début de matinée. Un secteur qui s'enchaîne quasiment directement avec le suivant, entre Albon d'Ardèche et Saint-Barthélemy-le-Meil, où l'on franchit allègrement le col de la Faille pour redescendre vers Valence. Un nouveau parc fermé en fin de matinée et une pause pour les équipages qui peuvent mettre en charge leur véhicule avant de se lancer dans la deuxième partie de cette journée et à l'abordage de la 3e étape. Après cette pause technique, retour aux affaires en fin d'après-midi avec un redémarrage depuis Valence pour prendre la direction de la 7e spéciale de régularité qui constitue à elle seule la 3e étape du rallye. Près d'une quarantaine de kilomètres disputés entre le col de Tourniol et le col des Limouches, tous deux à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est donc la SR7 entre Barbière et Combovin, avant un retour sur Valence qui conclut la journée et ouvre les perspectives d'une 4e étape disputée entre la capitale de la Drôme et le port de Monaco. Valence, ville-étape incontournable du rallye Monte-Carlo dans sa version WRC, historique ou zéro émission. Très bien. Ce vendredi, un au revoir à Valence à l'aube pour prendre la direction du sud. Au programme de la journée, 4 spéciales de régularité à travers la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence pour une arrivée à Monaco dans la soirée. Une longue journée en perspective, la plus longue de l'épreuve. Une étape qui démarre sur le 8e secteur du rallye, disputé entre Saint-Nazaire-le-Désert et la Motte-Chalancon, un peu plus de 20 km, dans des paysages bien connus des habitués. Et c'est également en terrain conquis que la caravane de ce 5e e-rallye Monte-Carlo arrive sur le parcours de la SR9 qui relie Montauban sur Louvèze à Villebois-les-Pins, dernier secteur disputé cette année dans le département de la Drôme, avec le passage au célèbre col de Perty. La place des Airs à Laragne-Montéglin accueille le contrôle de passage qui clôture la mi-journée et donne le cap vers les Alpes de Haute-Provence pour aborder la 10e spéciale de régularité du rallye. Plus de 35 km entre Valbel et Saint-Étienne-des-Orgues dans le chrono suivant, avec le franchissement du pas de la Graille qui culmine à près de 1600 mètres d'altitude. La journée se conclut sur une boucle d'une vingtaine de kilomètres au départ et à l'arrivée de la Palus-sur-Verdon, avant une longue liaison routière qui mène les concurrents vers la principauté de Monaco. Évidemment, le passage sur le port, sur le perron de l'Automobile Club de Monaco, a déjà un petit goût de victoire pour certains, heureux de rallier la dernière ville-étape du rallye, même si bien sûr, l'épreuve est encore loin de son point final. Et c'est une des nouveautés de cette édition 2021, pas de parc fermé au pied du rocher. Les concurrents peuvent bénéficier des nombreuses bornes de recharge Monaco On, aussi bien dans les parkings publics que sur les places de stationnement extérieures réservées aux véhicules électriques. Dernière journée de cette 5e édition du e-rallye Monte-Carlo et ce millésime 2021, déjà riche en nouveautés, propose également un parcours revisité, on l'a déjà constaté, et cela se confirme lors de cette ultime étape. Au départ de Monaco, première voiture à 8h du matin, direction le département du Var pour aller flirter avec des spéciales aux noms évocateurs. C'est par exemple le col de Grattelou qui fait l'ouverture des 15 premiers kilomètres de régularité et qui constitue le 12e chrono depuis le début du rallye.
Deuxième secteur de la journée, Grimaud-Gonfaron. Encore une petite quinzaine de kilomètres, mais qu'on ne s'y trompe pas, comme toutes les spéciales depuis le début de l'épreuve, le tracé a été étudié pour poser des difficultés aux équipages avec des ruptures de rythme et des différences de terrain qui rendent délicat le maintien d'une vitesse moyenne. La spéciale de régularité, la Motte Bagnoles en forêt, disputée en début d'après-midi, encore une fois sur une quinzaine de kilomètres, a également apporté son lot de difficultés et de rebondissements dans le déroulement de cette dernière étape. Même distance et un découpage particulièrement équilibré dans le roadbook, c'est déjà la 15e et dernière spéciale de régularité de cette édition 2021. Avec 55 concurrents au départ, au volant de 21 modèles représentant 16 marques automobiles, force est de constater que la diversité et l'hétérogénéité du plateau évoluent à la hausse d'année en année. Le niveau de compétitivité également, ce qui anime le peloton des concurrents et sacre de beaux vainqueurs de retour à Monaco. Sauf contretemps, nous serons gagnants et c'est effectivement beaucoup d'émotions pour nous. C'est pour l'instant, je réalise pas, on ne réalise pas, on n'y croit pas encore. Enfin, c'est bien sûr, c'est un rêve pour nous, ce serait magique. Et pour lui trouver un successeur au palmarès, c'est au tout début de l'automne 2022 qu'aura lieu la 6e édition du e-Rally Monte Carlo.